Arrête de te battre contre toi-même, vous êtes dans la même équipe. Tu as déjà sans doute entendu ou lu des phrases comme tu es ton propre ennemi. Tu vas devoir te battre contre toi-même et contre tes habitudes si tu veux progresser. C'est le genre de phrases qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux pour nous motiver à bouger, à dépasser nos limites, à sortir de notre zone de confort. Et devoir te battre contre toi-même, c'est sans doute une impression désagréable qui t'est déjà arrivé de ressentir. Une part de toi veut avancer, une autre freine des quatre fers, une part de toi veut changer, l'autre s'accroche à ce qu'elle connaît. Tu veux rêver plus grand et en même temps tu te rappelles de tout ce qui pourrait mal se passer. Tu as envie de faire confiance, mais en même temps tu vérifies, tu contrôles, tu anticipes, tu imagines le pire. Et très vite, au lieu de chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu fais comme si c'était une preuve que la partie de toi qui bloque t'attaquait directement. Et je sais ce que c'est. On se juge, on se pousse, on se menace, on se parle comme à quelqu'un qu'il faudrait corriger, comme si le problème c'était nous. Notre corps ne suit pas, notre mental qui réfléchit trop et qui nous freine, notre ego qui veut être reconnu, nos émotions qui prennent trop de place, notre intuition qui dérange nos plans, nos défauts qu'on voudrait effacer, les peurs qu'on voudrait vaincre, les résistances qu'il faudrait casser, parfois même ce qu'on appelle nos démons intérieurs. On se dit: «Beh, tiens, il faut les combattre aussi». Mais si tout ce qui se manifeste en nous ne venait pas forcément contre nous? Si ce qu'on appelle faiblesse, défaut, blocage, résistance ou sabotage était en réalité une partie de notre équipe interne qui essaie, maladroitement peut-être, de nous protéger, de nous informer, de préserver quelque chose répertorié jusqu'ici comme important. Parce que quand tu te bats contre toi-même, quel que soit le résultat, tu perds. Si tu gagnes contre toi, une partie de toi a perdu quand même. Si tu perds contre toi-même, tu as perdu aussi. Et à chaque fois, c'est ta relation avec toi-même qui en prend un coup et qui s'abîme un peu plus au passage. Alors si tu en as marre de perdre sans cesse et que tu veux commencer réellement à y gagner quelque chose, peut-être qu'il est temps de changer de posture. Et cela passe par arrêter de te comporter avec toi-même comme un manager relou qui exige le meilleur de son équipe, qui râle à la moindre défaillance, qui ne fait confiance à personne, qui n'écoute pas vraiment, mais qui veut quand même des résultats probants. Et devenir un vrai leader de son équipe interne, cela s'apprend. Et cela commence par arrêter de se battre contre soi-même, car nous sommes dans la même équipe. L'équipe interne. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources, sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette guerre personnelle que l'on finit parfois par trouver normale, la guerre contre soi-même. Cette manière de vivre comme si notre monde intérieur était rempli d'adversaires. Le corps est celui qui ralentit tout, le mental celui qui complique tout, l'ego celui qu'il faudrait remettre à sa place. Les émotions sont celles qu'on doit contenir parce qu'elles ne cessent de déborder. L'intuition, c'est cette voix étrange qu'on ne sait pas toujours expliquer. Les défauts sont des preuves à charge que nous sommes cassés. Les peurs sont des ennemis de nos rêves. Les résistances des signes qu'on n'est pas assez fort ou forte. Et nous, au milieu de tout ça, on veut avancer, réussir, changer, progresser, mieux faire, être plus stable, plus efficace, plus discipliné, aligné, disponible, plus rayonnant ou rayonnante. Alors, dès qu'un membre de notre équipe interne ne suit pas le rythme, on s'énerve. Le corps fatigue, on le force. Le mental doute, on le traite de compliqué. L'ego réclame de la reconnaissance, on le juge superficiel. La peur sonne l'alerte, on l'accuse de bloquer le passage. L'intuition dit pas comme ça, on essaye de la faire taire parce qu'elle ne rentre pas dans le plan qu'on s'était fixé initialement. Et puis si une blessure se réactive, alors on se reproche de ne pas être déjà guéri, parce que tu comprends, on a autre chose à faire. Bref, dès qu'un comportement qu'on n'aime pas revient, on conclut qu'on n'a pas évolué. Et petit à petit, on installe une relation à soi basée sur la méfiance. On se surveille, on se corrige, on se contrôle,
On se parle comme si on s'adressait à une personne qu'on soupçonne en permanence d'être incompétente. Et en même temps, on lui demande toujours plus. Plus de résultats, plus d'endurance, plus de calme, plus de créativité, plus de courage, plus de régularité, plus de transformation. Mais comment une équipe peut-elle donner le meilleur d'elle-même si elle est dirigée par quelqu'un qui râle à chaque signal, qui humilie à chaque difficulté, qui exige sans écouter et ne fait confiance à personne? Comment ton corps peut-il devenir un allié si tu ne l'écoutes que lorsqu'il tombe malade? Comment ton mental peut-il t'aider à structurer ta pensée si tu le traites uniquement comme un problème à régler? Comment ton ego peut-il trouver sa juste place si tu le rejettes avant même de comprendre ce qu'il essaye de protéger? Comment ton intuition peut-elle te soutenir si tu la méprises à chaque fois qu'elle ne parle pas le langage de la logique immédiate? Je crois qu'il y a là un vrai positionnement à revoir. Faire équipe avec soi-même ne veut pas dire tout laisser faire ou se laisser aller au gré de ses envies. Ce n'est pas donner les clés des décisions à n'importe quelle émotion, à chaque envie, à chaque résistance. Et ce n'est pas dire non plus j'ai peur donc je renonce, je suis fatigué donc je n'ai plus aucun engagement, mon ego veut être reconnu donc je vais écraser tout ce qui vient se confronter à lui, ou je suis en colère donc je peux tout casser. Non, il ne s'agit pas de ça. Un vrai leader ne laisse pas chaque membre de son équipe prendre le volant à tour de rôle sans cap à suivre, sans cadre et surtout sans vision. Mais il ne minimise pas non plus l'importance des membres de son équipe, justement. Il écoute, il observe, comprend les rôles, il repère les atouts, identifie les crispations, il clarifie les objectifs si besoin, il les réorganise, il ajuste les moyens, il donne une direction et surtout, il construit et entretient la confiance. Et c'est cela pour moi l'intérêt d'utiliser son propre leadership intérieur. D'ailleurs, prenons le temps de définir précisément ce qu'on appelle ici leadership, parce que c'est la capacité de fédérer, de rassembler un groupe d'individus autour d'un objectif commun, même si ces personnes ou ces entités ont des intérêts différents à atteindre cet objectif, elles y contribuent d'une façon volontaire et consciente. Un ou une leader est une personne capable d'utiliser son leadership, consciemment ou non. Quand tu es capable de faire venir plusieurs personnes à un point de rendez-vous, tu utilises déjà ton leadership interpersonnel. Quand tu vis avec d'autres humains et que tu demandes que ton salon soit propre et que plusieurs personnes y contribuent, tu utilises aussi ton leadership, même si tu ne t'en rends pas compte. Il est donc temps que tu actives cette capacité pour toi-même et de façon consciente, car le leadership intrapersonnel est aussi important que celui qui est interpersonnel, voire même plus, car nous sommes la personne avec qui nous passons 100% de notre temps. Et l'idée, ce n'est pas de dominer tout ce qui bouge en nous, ce n'est pas non plus de devenir le dictateur de son monde intérieur, mais c'est bien d'apprendre à coordonner l'équipe existante. Parce que oui, tu as une équipe interne qui est bien plus conséquente que tu ne le penses, surtout quand tu as la sensation d'être seul au monde. Ton corps en fait partie. Il parle à travers l'énergie, la fatigue, les tensions, les élans, le plaisir, la détente, la contraction, même parfois la douleur. Ton mental aussi en fait partie. Il analyse, il anticipe, il compare, organise, cherche des solutions. Parfois, il est un petit peu trop en boucle, mais il a souvent l'intention de t'aider à comprendre ou à éviter une difficulté. Ton ego fait partie aussi de l'équipe. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, l'ego n'est pas un ennemi spirituel à abattre. Il veut te protéger de l'humiliation, préserver ton identité, défendre ta place. Il est là pour réclamer de la reconnaissance parce qu'une partie de toi a longtemps eu l'impression de ne pas compter. Tes émotions aussi sont dans cette équipe-là. Elles donnent des alertes, elles te donnent des informations, elles te donnent de l'énergie pour agir. Ta peur est là pour t'assurer que tu as les ressources pour survivre à une situation. Ta colère protège une limite. La tristesse signale la fin d'une période. Ta joie indique ce qui nourrit la vie en toi. Et ton intuition est une alliée de taille. Bien sûr, elle ne remplace pas la réflexion, mais elle t'apporte de l'information qui mérite d'être
entendue. Il se peut qu'elle se manifeste par une sensation, une évidence, un malaise, une ouverture, un je ne sais pas pourquoi, mais je sens que même tes défauts, enfin, ce que tu appelles tes défauts, qui sont en fait des caractéristiques jugées défavorables en fonction du contexte vécu, peuvent contenir une information. Ton impatience peut cacher un besoin de mouvement ou une protection vis-à-vis de certaines situations. Ton hypersensibilité traduit une grande capacité de perception. Ton besoin de contrôle peut révéler une façon de déjouer le sentiment d'insécurité que tu ressens dans certains cas. Ton perfectionnisme peut cacher un désir de bien faire, de respecter ce qui compte ou une peur de décevoir. Ta tendance à fuir peut parfois signaler que tu n'as pas encore conscience des ressources dont tu disposes pour vivre autrement cet événement. Cela ne veut pas dire qu'il faut excuser absolument tout ce qui se passe ou tout laisser tel quel. Ce n'est pas non plus une question de se chercher des excuses. Mais si tu veux transformer un comportement acquis durablement, tu as plus de chances d'y arriver en comprenant la nécessité qu'il a fait se développer, sa fonction première, qu'en te flagellant jusqu'à ce qu'il disparaisse. Parce que si tu en vis actuellement, c'est parce que 100% des choix que tu as faits jusqu'ici ont été utiles et validés par tes expériences passées. Et ce, même si cela t'a occasionné de vivre des situations douloureuses ou délicates. Cela signifie que ce qui s'est mis en place dans ton fonctionnement, c'est avant tout une stratégie qui a fonctionné dans le passé à un ou plusieurs instants T où tu en avais besoin pour survivre. Et c'est valable même si aujourd'hui, avec l'expérience, avec le recul que tu as et les nouvelles connaissances que tu as acquises vis-à-vis de cette stratégie, tu te rends compte que tu as de nouvelles options à ta disposition. C'est justement parce que tu as survécu et que tu as appris que désormais tu es en capacité de mettre en place un nouveau plan. Parce qu'une partie de toi qui résiste ne le fait pas dans le but de te nuire. Parfois, elle résiste parce qu'elle a peur que tu souffres ou que tu sois en danger, parce qu'elle se souvient d'une ancienne blessure. Et de toute façon, oui, elle associe le changement à un danger, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et comme tu as survécu, elle pense que rester dans le connu est plus sûr que de rejoindre ce qui t'appelle. Et c'est là que le dialogue intérieur devient particulièrement puissant, parce qu'il n'est pas question d'avoir un discours où tu te mens, où tu te racontes que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai. Le vrai dialogue de leader, c'est quand tu échanges réellement avec ton équipe interne, avec des informations que tu donnes, des questions que tu poses, mais aussi une écoute de ce qui te vient comme réponse, et pas juste j'ai dit, alors faites-le. Je sais que de prime abord, ça peut paraître un peu bizarre d'envisager de questionner les parties de soi. Pourtant, se parler à soi-même est tout à fait naturel. Tu le fais déjà quand tu te critiques devant le miroir ou que tu te traites de tous les noms quand tu rates une action que tu juges simple et évidente. Il sera intéressant que tu envisages d'utiliser cette aptitude de communiquer avec toi autrement pour te soutenir et surtout pour collaborer avec ton équipe interne. Créer un espace de dialogue avec soi-même, c'est un outil puissant que j'utilise dans mes accompagnements pour obtenir des réponses précises et parfois même inattendues qui permettent de débloquer une situation délicate. Par exemple, quand tu observes que tu ressens une crispation ou une incapacité à bouger dans la direction qui t'intéresse, tu peux te poser les questions suivantes. Quelle partie de moi cela dérange? Alors attention, quand tu poses une question, il est important que tu prennes le temps d'écouter, de recevoir la réponse qui t'est transmise. Et tout comme l'intuition, cela peut se faire sous différentes formes, sous forme de son, sous forme d'image, sous forme d'idées qui popent dans ton esprit ou même de sensations corporelles. Rien ou je ne sais pas sont aussi des réponses valables qui appellent des questions supplémentaires pour obtenir des précisions. Donc on a vu quelle partie de moi cela dérange? Qu'est-ce que tu essayes de protéger? Parce que du coup, on peut s'adresser directement à la partie de soi qui pose plus ou moins problème. Qu'est-ce que tu essayes de protéger? De quoi as-tu peur? Quelle information veux-tu me transmettre? Qu'est-ce que tu sais faire? Comment puis-je utiliser ton énergie autrement?
Comment puis-je te repositionner pour que tu serves le cap au lieu de bloquer le mouvement? Ce sont des exemples évidemment et puis je t'invite, si jamais tu as envie de le tester, de réécouter, de mettre pause sur ces questions-là et d'écouter surtout les réponses qui te viennent. Parce que notamment, une peur n'a pas besoin d'être vaincue. Elle a besoin d'être explorée pour identifier les ressources dont on dispose pour vivre au mieux l'événement qui est redouté. Un mental bien guidé peut devenir un garde-fou efficace. Je t'invite d'ailleurs à voir le mental comme un gardien de but. Son objectif, c'est de protéger la cage. Si tu changes d'objectif, comme on change de camp à la mi-temps d'un match de foot, il faut que tu informes ton gardien et que tu lui assignes une nouvelle tâche de protection, comme quand les gardiens changent de zone. Sinon, il t'empêche de marquer des buts car il protège toujours la même cage. Un ego apaisé peut soutenir ton identité. Un ego paniqué peut te faire courir après des preuves sans fin de reconnaissance. Ton corps. Ton corps, c'est ton partenaire de vie. Si jamais tu n'as pas de corps, tu ne peux pas être en vie. Et ce n'est pas ton outil qui peut être remplacé à loisir. Il a besoin d'être écouté, que ses besoins soient pris en compte et satisfaits dans la mesure du possible pour te soutenir de manière optimale. Et même ce que tu appelles tes démons intérieurs méritent d'être regardés autrement. Ils ont une certaine puissance, oui, qui, à la base, est à ton service. Elle demande d'être guidée et orientée en fonction de tes nouveaux objectifs. Ça peut paraître particulier, mais il n'est pas question non plus de romantiser ce qui nous détruit, ni de laisser des comportements toxiques diriger notre vie. Mais il est temps d'arrêter de vouloir nous défaire de nos ressources simplement parce qu'on ne sait pas les mobiliser correctement jusqu'à maintenant. L'idée est de comprendre que les parties de nous existent et se sont développées pour répondre à certains besoins qui se sont présentés au fil de nos expériences. Elles ont donc une fonction qui est peut-être de protéger, de créer, de surveiller, de prendre du plaisir, etc. Mais selon nos objectifs à l'instant T, si elles deviennent des freins, c'est qu'elles sont mal employées. Un mécanisme qui a été utile à un moment donné, mais qui n'est plus adapté aujourd'hui, doit être repositionné, voire requalifié. Une étagère qui servait autrefois dans la chambre et qui n'y a plus sa place car on a changé la déco peut être replacée dans une salle de bain, une cuisine ou un cellier par exemple. Le leadership intérieur consiste à dire: je vois que tu existes, je comprends que tu as une fonction particulière. Désormais, mon nouvel objectif, c'est celui-ci. Et comment, avec ce que tu sais faire, tu peux m'aider à m'en rapprocher? Qu'est-ce que tu proposes concrètement comme ressource pour me soutenir dans ma nouvelle direction? Quand je parle d'équipe interne, j'aime bien utiliser la métaphore de la voiture. Imagine que tu as une voiture avec plusieurs passagers. Tu es au volant et c'est toi qui as choisi la destination. Si tu ne discutes pas avec les passagers en amont, ne serait-ce que pour les informer de là où vous allez et pour vérifier qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour y aller sereinement, tout au long du trajet, tu vas avoir des remarques du style On va où? Mais tu sûr que tu veux aller là-bas? Il y a quoi là-bas comme ça? On était bien à la maison. J'ai pas envie d'y aller. Ah, mais je sais pas ce qu'il faut. On peut faire un détour. J'ai oublié un truc très, très important. Bref. Et dans ces cas-là, un trajet qui devait faire 20 minutes à tout casser prend 4 heures à cause des détours et des arrêts intempestifs pour satisfaire les différents besoins des passagers. Chose que tu évites quand tu débriefes avec eux avant de partir en mode: «Bon, on va là-bas, est-ce que tu as appris ce qu'il faut? De quoi est-ce que tu as besoin? Tout le monde est OK? On va démarrer». Bref, quand on discute en fait avec les personnes qui sont dans ta voiture. Et à la différence des passagers dans la vie réelle, tu ne peux pas débarquer une partie de toi si elle devient trop problématique. Comme son nom l'indique, elle est intégrée dans le package de toi. Et c'est précisément la raison pour laquelle se battre contre soi-même est une impasse. Alors, autant faire en sorte que tous les passagers, ou au moins la plupart, soient prêts et consentent à faire le trajet avec toi. En plus, quand tu déclares la guerre à ton propre monde intérieur, même ta victoire a un goût de défaite. Tu écrases ta peur, mais tu passes à côté de l'information qu'elle apportait. Tu forces ton corps, mais tu perds son efficacité.
Tu fais taire ton intuition, mais tu perds une forme de guidance et tu regrettes ensuite. Tu humilies ton ego, mais tu renforces son besoin de se défendre. Tu nies tes émotions, mais elles ressortent autrement. Tu combats tes défauts, mais tu ne comprends pas ce qu'ils essayent de compenser. Et à la fin, tu as peut-être gagné une bataille, mais contre qui? Contre toi-même? Certes, mais quand on gagne contre soi-même, on n'en ressort pas indemne. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais se dépasser, ni qu'il ne faut jamais faire preuve de discipline. Je dis simplement que la guerre intérieure est une mauvaise stratégie sur le long terme, parce qu'elle produit certes des résultats à court terme, comme un manager toxique peut parfois obtenir des résultats par la pression, la peur ou la manipulation, mais le coût est énorme. L'équipe perd confiance, elle se ferme, elle n'ose plus signaler les points de vigilance avant qu'ils ne deviennent vraiment problématiques. Tu as l'impression que ça va, mais en fait, elle a simplement arrêté de faire des vagues que tu remarques jusqu'à ce qu'elle se mette réellement en grève avec un souci qui te mette toi à l'arrêt pour quelque temps. À l'intérieur de toi, c'est pareil. À force de ne pas écouter tes signaux, tu ne deviens pas plus fort ou plus forte. Tu deviens simplement davantage coupé de toi-même. À force de traiter tes besoins comme des caprices, tu ne deviens pas plus discipliné, tu deviens plus tendu, plus fatigué et moins apte à faire face aux aléas de la vie. À force de faire taire ce qui dérange, tu ne deviens pas plus aligné. Tu deviens parfois très fonctionnel en surface, mais très divisé à l'intérieur. Et cette division, elle te coûte cher. Elle consomme de l'énergie, elle brouille les décisions, elle te donne l'impression qu'il faut toujours plus te pousser, te reprendre, te surveiller, alors qu'une partie de ton énergie pourrait revenir si ton équipe interne cessait d'être traitée comme une bande de parias. Et c'est là, en fait, que le leadership a toute sa place. En tant que leader intérieur, je t'invite à éviter de demander comment faire taire ce qui me dérange, mais plutôt de demander qu'est-ce que cette partie de moi essaye de dire? Quel rôle utile peut-elle jouer dans l'atteinte de mes nouveaux objectifs? Quelle décision respecte à la fois mon cap et mes ressources? Le leadership intérieur remet chacun à sa place, pas en l'humiliant, mais en clarifiant. À la peur, il peut dire: «Merci de vouloir me protéger, j'ai entendu le risque. Maintenant, aide-moi à préparer le prochain pas au lieu de m'empêcher de bouger». Au mental, il peut dire: «J'ai besoin de ta capacité à structurer, mais pas de tes scénarios catastrophes en boucle sans que tu me proposes des solutions qui vont avec». Ou: «J'ai besoin de toi pour organiser cette étape-là en particulier». Au corps, il peut dire: «Je reconnais tes signaux, je ne vais pas te traiter comme une machine. Dis-moi ce qui est possible pour toi aujourd'hui et comment est-ce que je peux avancer en respectant tes besoins». À l'ego, il peut dire: «J'ai compris que tu veux que je sois reconnu, respecté et vu. Merci de défendre ma place, mais on ne va pas construire toute notre direction et toute notre stratégie sur la peur de ne pas compter». À l'intuition, on peut lui dire: «Je t'écoute, je vais prendre en considération ce que tu me montres, même si je veux aussi organiser, observer et discerner avec les autres membres de l'équipe comment est-ce que ce que tu proposes peut être mis en place». Et puis, à la part qui a de l'ambition, on peut lui dire: «J'ai besoin de ton élan, mais on ne va pas brûler toutes nos cartouches pour aller plus vite». Et l'idée, c'est pas d'être moins dans l'exigence, mais dans une exigence mieux cadrée. Parce qu'il n'est pas question d'avoir moins d'ambition. On a besoin d'une ambition qui soit bien canalisée, qui soit dirigée de façon à respecter notre rythme et surtout notre mode de fonctionnement. Et ça, c'est une responsabilité qui n'a pas besoin de violence pour exister. Ton équipe interne ne fonctionne pas comme une anarchie chaotique où tout le monde décide de tout. Ce n'est pas non plus une dictature où une seule voix écrase toutes les autres. C'est un système vivant à coordonner, avec une vision, avec des informations, des ressources, des limites, des ajustements, des rôles aussi à attribuer ou à réorienter. Et toi, au milieu, eh bien, en fait, il est important que tu apprennes à occuper ta place de leader.
Pas un leader qui contrôle tout, mais un leader qui écoute, qui décide, qui assume, qui ajuste, qui apprend à faire confiance et qui tranche quand c'est nécessaire. Et la confiance, elle est centrale. Parce que faire équipe avec soi-même, ce n'est pas seulement décider un matin, bon, bah maintenant, je m'aime bien et puis tout va bien. Non, c'est reconstruire de la confiance par des actes. Tu reconstruis de la confiance chaque fois que tu écoutes ton corps avant qu'il se mette à crier ou avant qu'il se mette en grève avec une maladie ou un blocage. Chaque fois que tu poses une limite au lieu de te laisser envahir, chaque fois que tu reconnais ton besoin de reconnaissance sans te juger, à chaque fois que tu accueilles une émotion comme une information, sans forcément la laisser décider absolument de ce que tu vas faire par la suite, eh bien, tu es déjà en train de reconstruire de la confiance. Tu es déjà en train de reconstruire du lien avec toi-même. Et cela permet d'ajuster ton rythme au lieu de t'insulter. Ça te permet d'avancer avec toi plutôt que d'avancer contre toi. Et c'est cela, devenir fiable pour soi-même. Être fiable pour soi, ce n'est pas toujours tenir le plan qu'on avait dressé à chaque fois ou réussir à chaque instant. Tu n'as pas besoin de réussir à tous les coups, même si, je te l'accorde, c'est plus agréable quand on n'a pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois pour réussir un mouvement ou pour réussir à atteindre son objectif. Mais le truc, c'est que si, quand tu échoues, quand tu rates, eh bien, tu es toujours en train de te dire: «Ah, mais en fait, tu es nul, tu aurais pas dû» et tu te reproches de ne pas être encore au niveau de la maîtrise alors que tu es en phase d'apprentissage, ça va faire que tu auras du mal à te faire confiance. Tu auras du mal à t'écouter et tu auras du mal aussi à t'appuyer sur toi-même parce que à la moindre défaillance, tu deviens l'ennemi à abattre. Et non, en fait, tu peux pas te considérer comme un ennemi à abattre. Tu as besoin de toi pour vivre. Donc être fiable, c'est pouvoir se dire: «Même si je tombe, je ne vais pas m'abandonner ni me dénigrer. Même si je doute, je vais réaffirmer mon choix. Même si je me trompe, je suis en phase d'apprentissage et je m'autorise à apprendre et à faire mieux. Et donc même si je dois m'ajuster, je vais continuer à progresser». Et ce type d'interaction change ta façon d'avancer parce que l'action ne part plus de la menace, elle part d'une alliance. Elle parle d'un soutien et d'une puissance sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer de façon beaucoup plus durable et obtenir des résultats sans te faire violence. Oui. Parce que bien sûr, on peut aller loin en tirant sur la corde, on peut impressionner les autres tout en se maltraitant intérieurement. Bien sûr, mais à la fin, on est dans quel état? Avec quel ressenti? Parce que les autres, ça va 2 minutes, mais nous, on est avec nous 100 du temps. Donc, il serait temps quand même de travailler à s'occuper de la confiance qu'on entretient avec soi-même, de la relation qu'on entretient avec soi-même. Parce que, bien sûr que le résultat compte, mais la relation que tu construis avec toi-même en chemin compte tout autant. Parce que quand tu apprends à avancer avec ton équipe interne, tu ne gagnes pas seulement un résultat, tu te construis une ressource pour tes projets, pour ton travail, pour tes autres relations, pour ta santé, ta créativité, pour ta vie, quoi. Parce que quand tu sais que tu peux compter sur ton équipe, les épreuves ne se vivent plus de la même façon. Tu peux avoir peur sans te mépriser, tu peux ralentir sans croire que tu ne vaux plus rien, tu peux échouer sans transformer cet échec en sentence irrévocable. Tu peux douter sans abandonner ton estime de soi ni ta vision. Tu peux reconnaître une faiblesse ou un défaut sans chercher forcément à la supprimer ni en faire une identité. Et tu peux rencontrer un démon intérieur sans avoir à choisir entre son pouvoir et le tien. Et c'est peut-être ça, en fait, le prochain niveau. Une nouvelle façon de fonctionner avec plus de coordination, plus de confiance, plus de soutien.
Alors, je t'invite à regarder un domaine de ta vie où tu as l'impression de te battre contre toi-même. Ça peut être ton rapport à ton corps, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une habitude que tu veux changer. Bref, si jamais tu as l'habitude de commencer par qu'est-ce qui ne va pas chez moi, essaye de te demander ensuite quel membre de mon équipe interne est en train de parler. Qu'est-ce qu'il essaye de protéger? Quelle information veut-il me transmettre? Est-ce que je suis en train de l'écouter, de l'ignorer ou de lui laisser tout diriger? Et quel rôle utile pourrait-il jouer dans l'atteinte de mes objectifs? Quelle décision respecterait à la fois mon objectif, mes ressources et mon intégrité? Et surtout, comment puis-je agir en leader de mon équipe interne plutôt qu'en manager relou de moi-même? Parce que la progression ne vient pas du fait d'éliminer une partie de soi, elle vient du fait de lui donner une meilleure place, plus adaptée, mieux valorisée dans le nouveau contexte dans lequel tu veux évoluer. Et si tu veux une phrase d'ancrage, tu peux garder celle-ci. Je n'ai pas besoin de me battre contre moi-même pour avancer. Je peux apprendre à faire équipe avec moi. Je t'invite à prendre le temps de noter ce que ça te fait d'entendre ça, juste histoire de prendre conscience de ce que ça déplace, de ce que ça apaise ou de ce que ça réveille. Et si tu en ressens le besoin, ben, tu peux réécouter les passages qui te font du bien autant de fois que nécessaire. Arrête de te battre contre toi-même, vous êtes dans la même équipe. Ton corps, ton mental, ton ego, tes intuitions, tes émotions, tes défauts ne sont pas tes ennemis. Chaque part de toi ne veut qu'une seule chose, que tu survives de la meilleure façon possible. Et c'est à toi de leur montrer la façon qui te convient de le faire. Alors en piste, merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en laissant un like sous cette vidéo et un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Si jamais tu as des questions, tu les poses aussi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si ce format te plaît, n'hésite pas à t'abonner à Victoria Porte-Bonheur. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!